guérison intérieure ou comment nourrir notre rapport à la vie pour développer toute la magie de l'instant. Les sujets de la mort et de la maladie peuvent paraître lourds et plombants, alors qu'ils véhiculent la vie dans toute sa profondeur. J'ai vraiment à cœur d'ouvrir au maximum sur la vie, d'où cette évolution dans le complément de titre. J'ouvre aujourd'hui la saison 2, composée de 4 épisodes qui traitent de l'importance du non-jugement dans la maladie, face aux choix de traitement, face aux ressentis et aux émotions qu'on peut exprimer. Le format des épisodes est lui aussi quelque peu modifié, vu que je laisse place entière à l'interview et vous renvoie pour les approfondissements à ma chaîne YouTube, où je vous propose des visualisations pour vous recentrer, des exercices pour exprimer vos émotions par la création et des massages pour ancrer l'amour et la confiance dans votre corps. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Adèle, accompagnante dans le fil de votre vie. Je vous accompagne à défaire les nœuds, apaiser les stress, les tensions, à tisser votre vie de joie, de confiance et d'amour pour libérer vos émotions et aller vers plus de sérénité au quotidien. Marc est thérapeute et vient nous parler de son cancer. Il nous apporte ici des pistes pour dépasser nos propres jugements envers nous-mêmes. Ne pas se blâmer, surtout en tant que thérapeute aguerri. Nous allons parler dans cet épisode de comment retrouver des repères, comment reprendre le pouvoir sur nous-mêmes lorsque la maladie nous démunit. Nous parlerons de l'importance des petits pas et d'autres techniques incontournables afin de maintenir notre morale au positif et pouvoir dépasser la maladie. Marc nous parlera aussi du vide, de l'après-cancer, quand tout va bien au niveau médical, mais qu'en réalité tout ne va pas bien, et de son rééquilibrage. Ici, Marc vient nous semer des graines de bonheur. Bonjour Marc, c'est avec grand plaisir que je t'accueille aujourd'hui. J'ai eu la chance de te connaître depuis longtemps vu que t'es mon oncle. Et on se rejoint aujourd'hui sur le chemin de l'accompagnement. Donc aujourd'hui, j'avais envie de t'interviewer sur le cancer, voilà, que tu as développé il n'y a pas longtemps, à travers lequel tu as dû passer plein d'étapes, plein d'épreuves que tu as surmontées aujourd'hui pour en parler, comme tu dis, semer des graines, venir semer des graines de bonheur. J'ai trouvé ça joli comme image. Donc voilà, est-ce que tu peux nous remettre un peu tout ça dans le contexte? Oui, oui, donc bonjour Adèle, hein. Donc, effectivement, on se connaît depuis un certain temps et on est maintenant sur des voies parallèles en tant que thérapeute tous les deux, hein. Donc c'est vrai que, voilà, même en tant que thérapeute, on peut avoir des maladies graves, y compris le cancer, et puis le traverser. Voilà, on a des outils supplémentaires, on va en parler, mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que des fois, même quand on arrive à bien passer la période maladie dure, et ben, des fois, le après est pas si facile que ça pour retrouver son moral. Alors donc pour situer, pour voilà, pour les gens, donc bon, voilà, j'ai eu un cancer il y a quelques années, donc du côlon. Donc c'était un cancer qui est normalement opérable, hein, mais il y a eu des difficultés et donc entre les 2 il y a eu une chimiothérapie. Moi, ça, c'était tout de même difficile, une opération, c'est toujours difficile, mais une chimiothérapie, pour moi, c'était très éprouvant parce que, en tant que neuroatypique, je surréagis à peu près à tous les traitements. Et ça, je l'ai vécu bien avant dans ma vie, hein, à chaque fois. Donc, le passage déjà de la chimio était pour moi le plus difficile, hein, on va dire au niveau des peurs, la peur de l'inconnu et tout.
et donc je me suis fait, accompagner à tous les niveaux, hein, au niveau physique, énergétique, émotionnel, de façon à ce que ça se passe le mieux possible. Donc c'est pour ça que voilà, pour moi, c'était ça la grosse difficulté. Ensuite, il y a eu une deuxième opération où là, effectivement, à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, on opère en une fois, donc il y a pas de ce qu'on appelle une poche, hein. L'avantage, c'est qu'on est opéré et puis ils reconnectent tout de suite l'intestin grêle au gros intestin. Bon, donc on va dire, arrivé, à la fin de cette opération, au bout d'un mois, tout semblait bien stable, donc on se dit: «Bah, c'est super». Il y a toujours une petite, évidemment une période de haute surveillance pour voir s'il n'y a pas de rechute avec des scanners, des analyses de sang, mais officiellement, c'était sur la bonne voie. Et donc, pour moi, le plus dur était passé. Donc on se dit: «Bah, si le plus dur est passé, automatiquement, bah, voilà, ça va être que du bien, hein, après». Et c'est là où je me suis aperçu qu'en tout cas, pour moi, dans mon cas, c'était pas forcément, le plus facile parce que, après avoir, on va dire, survécu, hein, tout de même à une épreuve difficile, hein, qui aurait pu être, mortelle, bah, avoir le moral, bah, c'est pas toujours naturel, ça doit dépendre des gens, hein. Alors bien sûr, j'avais travaillé sur les peurs pendant la phase forte du cancer, hein, pendant l'opération, la chimio, la peur de la mort, hein, notamment. J'avais beaucoup travaillé dessus puisque globalement, je pouvais mourir, et là-dessus, c'est vraiment important d'être apaisé. Mais la peur de l'inconnu, qui pour moi était uniquement liée à l'inconnu de la chimiothérapie, hein, comment j'allais résister, m'adapter et tout. Ben, en réalité, voilà, il y avait un autre inconnu, c'est l'inconnu de après cancer. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? On retrouve pas toute son intégrité, hein, tout de même, parce que le fait d'avoir eu le ventre ouvert du foie, plus la chimio, ça donne des séquelles au niveau physiologique. Il y a des choses que je peux plus faire. Puis au niveau, neurologique, pendant, une bonne année, voilà, on fonctionne un peu au ralenti dans sa tête, hein. Même si le corps médical assure que tout est normal, on se rend bien compte qu'on n'a plus les mêmes facultés, la même mémoire et tout. Donc il y a ce petit côté-là, je me suis dit: «C'est peut-être ça qui me met le blues, quoi», le fait que je ne suis pas comme avant, je ne suis pas le Marc d'avant avec les mêmes capacités cognitives et physiologiques, quoi. Donc peut-être que j'ai essayé de travailler à ce moment-là sur, bah, comment me redonner confiance, dans mes propres capacités d'adaptation. Voilà, donc me dire: «Bon voilà», au lieu de dire: «Je vais», voilà. Donc c'est là-dessus que j'ai essayé de travailler. Donc mon travail principal, c'est évidemment de prendre conscience de tout ça, de mettre des mots, et puis une fois que j'ai mis des mots, mon action corrective principale est souvent la méditation et le mouvement, hein, le mouvement neurosensoriel, un mouvement lent, une sorte de méditation en mouvement comme on pourrait dire le tai chi, un yoga en mouvement pour ceux qui connaissent, le qigong. Et ça donc progressivement, ça m'a, permis, de reprendre confiance, dans cet inconnu. C'est-à-dire, que va faire Marc avec moins de capacité par rapport à avant. Mais comme tu le disais, soit avant mon introduction, voilà, j'avais pas tout de même, acquéri cette confiance absolue en moi, hein. Donc je me jugeais comme étant, bah, soit que je progressais pas assez vite, j'avais pas le bon niveau. Moi, j'étais toujours en train de me juger, et quand on se juge et qu'à la fin de la journée, on estime qu'on n'est pas au top, et ben, la journée d'après, elle commence pas au top non plus. Donc ça, c'était vraiment la difficulté principale que j'ai à un moment identifiée, c'est que à chaque soir, j'étais finalement mon bilan était pas positif, parce que je n'avais pas atteint les objectifs que je m'étais atteint, qui étaient peut-être totalement déraisonnés, et du coup, la nuit, et ben, une sorte d'angoisse, hein. Avec la chimiothérapie, on a souvent une perte d'un sommeil profond, hein. On vit vite, on rentre vite dans une angoisse la nuit dès que ça se passe mal, et le lendemain matin, m'apercevoir que de commencer en ayant le sourire, de dire: «Super, une nouvelle journée à vivre», c'était déjà: «Oh, comment je vais faire pour pour gérer tout ça? Est-ce que ça va pas? Est-ce qu'il va pas y avoir des mauvaises nouvelles?» Du coup, les visites de contrôle qui étaient tous les 3 mois au départ devenaient un sujet d'anxiété.
hein. Au lieu de dire: «Bah, super, pendant 3 mois, tout va bien», c'était: «Pourvu que dans 3 mois, tout aille encore bien». Donc on voit bien comment le moral là-dedans, il vient nous saper et puis le corps, bah, il suit le moral aussi, donc c'était pas évident du tout, de redresser et donc il m'a fallu tout de même, beaucoup de temps pour retrouver un mode de pensée, je vais dire positif, hein. Parce que voilà, j'étais pas d'une nature pessimiste, hein, mais le simple fait d'avant, je devais m'appuyer beaucoup sur, des points de repère, des capacités, que ces capacités et ces points de repère aient disparu, ça m'a mis dans une situation où je devenais anxieux facilement. Ouais. Voilà, je dirais, toi, pour, le panorama global de ce que j'ai vécu. Après, on peut revenir sur des points, sur tes questions, mais ça donne un petit peu, le parcours où à la fin, tout de même, bon, maintenant, là, en ce moment, au jour où nous parlons, j'ai plus ce problème-là, hein. Le matin, je me réveille, je suis heureux, mais il y a encore, même pas 3 4 mois, ma pratique du matin obligatoire était soit du yoga du rire, soit le sourire aux organes, hein. C'est une méditation taoïste où on vient sourire à nos organes, hein, pour commencer par le sourire. Donc j'étais vraiment obligé de commencer dès le matin, premier pas en dehors du lit, par une pratique qui venait me redire: «Au fait Marc, un peu de joie là dans la vie, hein, tu vivant, profites-en». Mais c'est super en tout cas que tu réussi à mettre tout ça en place. Du coup, tu as trouvé des nouveaux appuis à côté et oui, tu t'es fait beaucoup accompagner du coup, c'est ce que tu dis? Ah oui, oui. Oui, dans tous les cas, hein, au moment où on est en stress parce qu'on est soi-même pas bien, je veux dire, il faut absolument avoir un regard extérieur, hein. Donc ça, c'est sûr. Moi, je le vois avec mes patients, hein. Quand un patient est en grosse difficulté ou en stress, il devient irraisonné, hein, irraisonnable. Donc là, il faut quelqu'un qui serve de phare à l'extérieur, hein. Pas forcément qui nous dise quoi faire, mais au moins qui nous maintienne sur: «Attention, ça, c'est pas encore acquis, ça, c'est encore à travailler, ça, c'est peut-être pas fait avec la bonne attitude d'esprit». Parce que souvent, moi, dans mon cas, j'ai tendance tout à transformer en challenge, hein. C'est-à-dire que même, le simple fait de se détendre peut devenir le challenge de se détendre. Et comme tu dis, quand on perd tous nos repères, le fait de se surcharger, de se faire un défi de tout, est-ce que c'est lié aussi à la neuroatypie? Non, non, le côté chez les neuroatypiques, il y a les 2, hein. Il y a les gens qui se chargent surtout. Là, c'est plutôt le côté, intellectuel qui fait qu'on se charge, hein. Parce que comme dans la société dans laquelle on vit, lorsqu'on se surcharge intellectuellement dans le monde du travail, hein, puisque j'étais enseignant et puis j'étais aussi conseiller en entreprise. Donc dans le monde du travail, si on se charge intellectuellement et qu'on réussit, on est super valorisé. Mmh. Donc, ce qui fait qu'on prend rapidement l'habitude de se surcharger pour obtenir des résultats dont tout le monde va être très reconnaissant. Donc, je pense que tu vois, voilà, pendant 15 ans, j'ai pris l'habitude de me surcharger en réussissant à voir le résultat, hein. Et puis ça me valorisait d'un point de vue, bah, narcissique et puis financier. Mais en réalité, c'était une habitude que j'ai pris, tu vois? Parce que 15 ans, un mode de fonctionnement, ça devient une habitude. Et donc, cette habitude-là, bah, quand on a un gros problème de santé, c'est une très mauvaise habitude. La méthode des petits pas est 100 fois préférable. Est-ce que tu dirais que c'est cette problématique qui est venue déclencher ton cancer? Non, non, au niveau de la gestion du stress, tu vois, on va dire, voilà, depuis longtemps, je gère mon stress régulièrement pour pas qu'il monte, tu vois? Donc, depuis l'an 2000, j'avais baissé, j'avais levé le pied, hein, je faisais moins de choses, j'étais moins dans la suractivité. Donc, tu vois, entre 2000 et puis, je sais plus quand j'ai eu mon cancer de 2020, on va dire, disons, il y avait eu le temps d'installer un nouveau mode non, mais le souci, c'est que,
À chaque fois que tu es en stress, ce qui va revenir, c'est les habitudes, ça peut être les comportements même de l'enfance, hein. En fait, des fois, on devient un peu irrationnel dès qu'on est en stress. Or, le cancer, c'est tout de même un méga stress, hein, de par la maladie et puis pour moi, de par son traitement, pour la chimiothérapie, pour moi, c'était vraiment une horreur, prévisible, donc il fallait que je gère. Et donc, dès que tu es en stress, les vieux programmes ont tendance à ressortir. Alors évidemment, tous les programmes de l'enfant, je les ai travaillés en thérapie, tu vois? Bon, donc il y en a pas trop qui sont sortis, mais il y en a sûrement qui sont sortis. Mais là, ce programme, toi, de jeune adulte, on va dire que j'ai acquis entre 30 et 45 ans, bah, j'avais jamais eu à le travailler en thérapie puisque je m'étais calmé et puis il n'avait jamais été un problème. Hein, on va en thérapie, on quand ça pose pas de problème, déjà résoudre les problèmes, c'est déjà pas mal, quoi, tu vois? Donc du coup, en réalité, j'avais pas identifié et quand j'entendais les gens parler de la méthode des petits pas, tu vois, je comprenais bien que pour eux, ça pouvait être, valable et puis pour mes patients, je voyais qu'il y en avait pour qui c'était, très perspicace. Mais je me disais toujours: «Oui, mais moi, je suis pas concerné». Ah d'accord, Tu vois? Hein? Pour moi, c'était une méthode très efficace, mais qui n'était pas dans mon registre, quoi, voilà. Alors d'accord, du coup, je l'avais pas expérimenté, tu vois? J'avais jamais eu à expérimenter la méthode des petits pas. d'accord. Donc voilà, c'était du coup une première. Et quand c'est une première, bah, c'est toujours plus difficile. C'est plus difficile, mais du coup, c'est porteur. Vu qu'on Ah a oui, 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 c'est porteur. Ah bah, j'avais rajouté, tu vois? Parce que moi, mettre la méthode des petits pas, il y a un moment, j'essayais, puis mon thérapeute me dit: «Non, non, mais là, ça marche pas, Marc, c'est pas assez efficace, il faut reformuler». Alors, on avait reformulé tout simplement en disant: «La méthode des petits pas en douceur». Si je mettais pas le mot en douceur après, j'étais un vrai ninja qui bourdissait de pas japonais en pas japonais. c'est pas assez, pas assez. Voilà, donc tu vois, ça fait partie des fois des petits ajustements, quoi, où même en m'ayant dit: «C'est ça la technique», j'avais mis des petits pas au niveau de mon planning, de ce que je voulais faire, de comment je pouvais avancer, tu vois? Par rapport à mes capacités physiques, comment les retrouver et autres. Voilà, petits pas en douceur et à chaque fois que je rajoutais ce mot-là, en général, sur les choses que j'avais prévu à faire, j'en supprimais la moitié, hein, parce que ou je les étalais sur plusieurs semaines au lieu de croire que j'allais tout faire cette semaine-là, tu vois? Donc pour moi, tu vois, comme quoi, donc un challenge, quelqu'un qui a travaillé, tu vois, moi je suis en développement personnel depuis 92, tu vois? C'était l'année où j'ai commencé à travailler sur moi, tu vois? 92, 2020, on peut se dire voilà, il y a tout de même du background, mais il y a des sujets qui n'auront jamais été abordés, qui n'ont jamais été traités parce qu'ils n'ont jamais été problématiques et quand ils apparaissent, et ben, on est comme tout le monde. On apprend à marcher, on fait nos pas et puis, faut être accompagné, et puis il faut prendre le temps de prendre le temps, d'avoir le temps de le faire. Ben merci. En tout cas, il y a une question qui me vient encore, justement par rapport au jugement qu'on a face à soi-même. Là, c'est l'histoire de nous avec nous-mêmes, mais c'est parce que, bah, on est un peu pareil, je pense, hein, dans face à la médecine traditionnelle, face à la médecine parallèle et comment voilà, comment toi, en tout cas ça fonctionnait de se débattre avec son propre jugement de ce qui est bien, de ce qui est pas bien pour son propre corps, de ça c'est bien pour mon corps, mais c'est trop médical pour moi ou c'est et puis j'accepte ça parce que ça va m'aider quand même dans ma maladie, mais enfin c'est dur de faire ce pas-là, je pense, voilà de Oui, oui, tout à fait, hein. Déjà, il est évident que, voilà, quand on sait à l'avance qu'on a des problèmes, et je le sais puisque depuis ma naissance, hein, j'ai des soucis avec, le corps médical, qui fait des erreurs de prescription, voilà, dont je subis les conséquences, hein. Dès la naissance, voilà, je suis né en Algérie. Ma mère, voit que je vais pas bien, elle m'emmène voir un médecin. Le médecin me prescrit un produit, elle me le donne régulièrement parce que j'avais des douleurs intestinales. Bon, bah, ça on sait pas trop ce qu'est un bébé, hein, mais ça allait pas bien. Donc elle suit le traitement et puis elle s'aperçoit que je dépéris de plus en plus et au bout d'un certain temps, elle se dit: «Il y a un gros problème» et donc elle va à la capitale de l'Algérie pour voir,
un service hospitalier plus significant qui lui dit: «Mais si vous donnez ça à votre bébé depuis le départ, c'est normal qu'il dépérisse. Arrêtez tout simplement le produit, il ira mieux». Ce qu'elle a fait et du jour au lendemain, je suis allé mieux. Donc tu vois, commencer sa vie avec, 6 mois d'intoxication liée à une erreur de prescription par un médecin qui avait certainement à l'époque vu que des bidasses et pas des bébés, tu vois? C'est ça donne déjà un petit truc et des séquelles, durables, hein, parce que les intestins, quand ils se sont mal formés de 0 à 9 mois et ben, voilà, ça reste des intestins qui seront fragiles toute ma vie, hein, donc ça fait partie aussi du côté atypique que j'ai, hein. Je peux somatiser facilement au niveau des intestins quand ça va pas. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de voir, ouais, que ce côté-là, donc moi, j'ai vécu quand j'étais adolescent. On m'a opéré des glandes salivaires. L'opération s'est mal passée. Je suis passé à 2 doigts de la paralysie faciale. Bon, voilà, donc ce qui fait que dans ma trajectoire de vie, à chaque fois que j'ai rencontré le corps médical, ça s'est mal fini. Bon, pas mal fini, puisque je n'ai pas eu de paralysie faciale et finalement, en arrêtant le traitement à la naissance, j'ai pu, manger normalement quasiment toute ma vie, même si je suis plutôt fragile, mais je peux manger. Donc tu vois, il y avait ce côté-là qui faisait que donc c'est pour ça que, quand j'ai eu des problèmes, au niveau du sang, puisque au début, c'est l'analyse de sang qui a permis de diagnostiquer le cancer. J'avais plus de fer. Moi, j'ai d'abord essayé de dire: «Est-ce que je peux pas compenser le fer par, des compléments alimentaires, par un régime?» Voilà et j'ai voilà, c'est ça que ça a donné. C'est qu'évidemment, avant de dire: «OK, on va traiter ça comme un cancer», on va d'abord essayer de voir si on peut pas le traiter comme un manque de fer. Bon, ça a pas fonctionné puisqu'en réalité, c'était un cancer du côlon. Donc le cancer du côlon, c'est pas douloureux, hein, vraiment, sauf quand on peut plus manger. Et puis, quand il s'est avéré que c'était un cancer, en réalité, il avait pris suffisamment d'ampleur pour, toucher le pancréas. C'est pour ça que la première opération n'a pas marché. Tu vois, il y a ça aussi au niveau du moral, tu vas pour te faire opérer, tu vas avec beaucoup de réticence. Bon, là, c'était une opération pour moi, un chirurgien, c'est quelqu'un qui est efficace, il sait où il va. J'avais choisi mon hôpital, j'avais choisi mon chirurgien, je savais que c'était le centre où on me mettait pas de poche. Donc pour moi, c'était important de me dire que juste après, normalement, on remarche. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, on est chez soi et puis on repart. Et puis, quand je me réveille, tu vois, le chirurgien qui rentre et qui me dit, «Je vous ai mis, le petit appareil là, le cathéter pour la chimio parce que j'ai pas pu, faire l'ablation du côlon». Voilà, ça, c'était un grand coup de morale, tu vois? Boum! Le moral, il tombe complètement à zéro, sachant que j'allais être, traité. Donc ça, à chaque fois, tu vois, c'est ce côté-là où les neuroatypiques, ils ont tendance à amplifier l'effet émotionnel de la chose. Mmh. Tu vois? C'est difficile pour un neuroatypique de dire: «Bah, oui, puis on va voir et puis j'ai confiance». Automatiquement, les émotions, elles sont vécues en amplifié et quand on vit en amplifié les émotions, bah, le système énergétique, le système hormonal, tout est en suramplifié, tu vois? Donc là, tu es en train, du coup, de vivre un rodéo dans ton corps. Et c'est difficile de pas se juger, toi, en se disant: «Oui, mais je devrais être capable de le maîtriser ce rodéo» puisque, depuis l'an 2000, hein, j'enseigne des méthodes de relaxation, des méthodes de gestion de stress, je suis thérapeute. Ça fait 20 ans que je pratique et que je fais, donc je devrais être capable de pas me juger, tu vois? Et c'est là où c'est difficile parce que le résultat, c'est tout de même que tu es tout de même en vrac. Tu as tout de même pris un gros coup sur la banane quand on t'a dit que l'opération, on avait bien ouvert le ventre, hein, sur 20 centimètres, mais on n'avait rien fait dedans, tu vois? Là, tu te dis: «Ah oui!» Voilà, donc c'est là où le jugement, de soi, il remonte, quoi, parce qu'on a des attentes de résultats, tu vois? C'est typique aussi de moi, je suis toujours dans le faire, dans le résultat et il est bien évident que là, on peut pas aller plus vite que la musique, hein. Voilà et là, faut se dire: «Bah, du coup, puisqu'on n'a pas pu opérer et que la seule solution, c'est la chimio, conclusion, et ben, on va rentrer dans ça». Donc tu vois, il y avait la déception de du fait que l'opération ait pas réussi et puis il fallait que je gère le fait qu'il y aurait la chimio qui allait m'atteindre parce que voilà, en tant que neuroatypique, tous les effets secondaires, en gros, en tant que neuroatypique, on les a, quoi, hein.
j'ai beau avoir prévenu le médecin, voilà, ils ont du mal. On rentre pas dans le cadre. C'est logique, hein, un neuroatypique, par définition, il est pas dans la moyenne de la loi normale. Il est en dehors de la moyenne. Donc, on comprend bien que, voilà, c'est pas facile pour eux. Et donc là, ne pas se juger. Alors moi, ce qui m'a permis de pas me juger, c'était de reprendre le pouvoir sur la chimie, tu vois? J'ai dit: «Bon, bah, puisque c'est comme ça, je vais devenir le spécialiste de la chimie». Et donc, je suis allé sur les sites, québécois et belges qui sont très bien documentés parce que l'anglais pour moi c'est tout de même une langue étrangère que je comprends peu. Voilà, mais en gros, il fallait aller dans des pays où la chimio n'est pas prise en charge par le système, médical et où il est payant. À partir du moment où on va dans des pays où les gens payent pour avoir une chimio, ils ont une information très détaillée sur les effets secondaires. Et donc, ça m'a permis de bien voir quels étaient les effets secondaires, comment ils fonctionnaient, et notamment pour tous les neuroatypiques, il y a un souci, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulatif. Et l'effet cumulatif, en moyenne, il est calculé, mais comme on est neuroatypique, notre moyenne, elle est pas du tout dans la moyenne des traitements. Donc ça m'a permis d'anticiper, de savoir que la 5e séance de chimiothérapie, j'allais dépasser l'effet cumulatif et que c'est là où je commencerais à avoir de gros désagréments. Donc il a fallu que je négocie avec le corps médical pour que les doses soient baissées à partir de la 5e. Oui, du coup, ça a vraiment été l'histoire de retrouver des repères. C'est ça, toi, parce que co évidemment en chimio, il y a pas forcément beaucoup de repères et puis dans les gens que je connaissais non plus, tu vois? Donc c'est pour ça qu'en ayant trouvé que les Québécois et les Belges avaient des centres d'information très bien faits, très bien documentés, ça m'a permis vraiment de mieux comprendre ce qui était en train de se passer ou ce qui pourrait se passer et à partir de quel moment. Et ça me permettait de faire baisser mon stress et de reprendre, la possession de ma vie, hein. Parce que quelque part, il y a un moment, c'est un petit peu ça, tu vois? On se dit: «Mais au fait, je suis quoi? Je suis juste en sursis ou?» Voilà. Donc garder le contact avec des choses apaisantes, des choses qui équilibrent, tu vois? Ça m'a permis ça, tu vois? De dire du coup, bon, bah, s'il y avait des belles choses, des amis qui venaient à la maison, je pouvais profiter des amis. Si on allait se promener en forêt, je pouvais profiter de la forêt. Parce que je me disais: «Marc, tu maîtrises la chimio, c'est bon, ne t'inquiète plus». Donc tu vois, il y a eu cette phase-là, donc qui a fini avec la 2e opération, où là, ça s'est bien passé. L'opération, effectivement, la chimio avait, totalement, desséché, le cancer du gros intestin. Donc le chirurgien a pu, faire l'ablation de la moitié du gros intestin et le reconnecter, à l'intestin grêle. Et donc du coup, pour moi, hein, on revient tout à l'heure, tout était fini et en réalité, non, le moral, au moins c'était en janvier, hein, le moral ne s'est pas remis tout de suite, quoi. Je me suis re C'est là où j'ai eu la surprise de tomber dans des bulles du passé qui remontaient, d'anxiété, tu vois, que j'avais ja de c'était tout de même des phases de vie que j'avais jamais eu à vivre et jamais eu à gérer, quoi, Bah oui. tu vois? Donc là, je suis pour moi, le principal, c'était donc déjà la respiration, hein, régulièrement dans la journée, toutes les heures, je faisais 3 minutes de respiration cohérente, hein. C'est les gens qui connaissent pas la cohérence cardiaque, c'est 5 secondes inspire, 5 secondes expire, donc 3 minutes. Ça me permettait, une fois toutes les heures, d'être à zéro au niveau du stress, tu vois? De pas m'angoisser. Et puis de me rendre compte que avant la respiration, j'étais déjà angoissé, hein. C'est-à-dire que toutes les heures, je me rendais compte, je recommençais pas à zéro, je m'étais réangoissé sur des petites choses, parce que je pensais au futur, je pensais à la prochaine, au prochain scanner, tu vois? Des tas de choses, quoi. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment le point important et puis que j'étais en train de me juger aussi. À chaque fois que je respirais, je me rendais compte de mon stress, de mon anxiété et l'anxiété souvent parce que j'étais en train de me juger une fois de plus et que je m'étais éloigné des petits pas, en douceur, j'étais en train de faire des petits pas en grand écart. Voilà, donc ça, c'était vraiment important, tu vois? Toutes les heures, tous les matins, je passais 20 minutes à faire, mon qigong yoga à ma façon, hein, donc des mouvements lents et puis je finissais par 20 minutes de méditation. Donc ouais, il y avait déjà 40 minutes tous les matins où il y avait le corps qui revenait et la méditation et là, quand je sortais, j'étais bien. Tu vois? Je pouvais me dire: «Je commence ma journée avec le sourire», mais ça durait pas jusqu'au soir. C'est là où on voit que c'est super fort, ça revient
Et donc systématiquement, le soir avant de me coucher, je recommençais ce type de pratique pour pouvoir bénéficier d'une nuit reposante et sécurante. Et malgré tout ça, c'est pour ça que je me jugeais, tu vois? Parce que je disais: «Et malgré tout ça, purée!» Et ben, dans la nuit, si je me réveillais, avec une crise d'angoisse, je me rendais bien compte que j'étais dans un état anxieux. Je dis: «Waouh, avec tout ce que je fais et tout, je suis encore en état d'anxiété». Donc là, je refaisais respiration cohérente, sourire aux organes, hein, méditation du sourire aux organes, ce qui fait que ça me permettait de rester allongé et puis au bout d'un quart d'heure, de me réendormir dans un état, voilà, sympathique, quoi, tu vois? Pas un état trop anxieux pour replonger dans le prochain cauchemar qui m'attend. Donc tu vois, donc vraiment, on peut dire pendant plus d'un an et demi, ce jugement, quand il revenait tout le temps, j'étais pas content de moi. C'était mon bilan, tu vois? Je me en tant que prof, je me mettais pas une bonne note et donc ça, c'était vraiment, horrible parce que dans mon corps, il y a des tas de choses que voilà, qui se bloquaient pour rien, quoi. À chaque fois, c'était juste je me disais: «Mais je suis stupide». Mais si je me disais: «Je suis stupide», je me jugeais. Bien, Mais c'est vraiment tous les jours, on le rappelle. En gros, la consigne, j'avais des post-it partout, hein. Tu vois, Pascal, ma femme, elle m'a mis des post-it avec des smileys, tu vois? J'avais des smileys partout, j'ouvrais mon smartphone, j'avais un smiley. Ça, ce sera le sujet de l'épisode 3 de cette saison. Comment se soutenir dans un couple, l'importance du conjoint et encore une fois l'importance du non-jugement au sein du couple et des choix qu'on peut faire mutuellement. Pour aujourd'hui, tu nous as déjà donné plein de pistes. Est-ce que tu voudrais ajouter des ressources, voilà, que je pourrais mettre en lien aux personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient approfondir leur propre pratique? Oui, tout à fait. Bon, donc déjà sur, le site, hein, de la méthode qu'on a mis au point avec Pascal, les thérapies, je vous mettrai le lien, mais il y a évidemment la méditation du sourire aux organes et la respiration, circulaire cohérente, hein, qu'on trouve un peu partout, hein. Mais ça, c'est important. Mais, voilà, donc là, il y a les gens qui ont envie d'avoir des liens, ils pourront voir et pratiquer. Mais c'est surtout que effectivement la technique des petits pas en douceur, ça veut dire qu'il faut toujours choisir quelque chose au début qui nous semble facile quand on est dans ces situations-là, tu vois? La méditation de sourire aux organes, c'est facile, c'est je ferme les yeux, je vais sourire à mon cœur, je vais sourire à ma rate, tu vois? Et puis si elle dure que 3 minutes et si c'était facile c'est bien. Après évidemment, si on va dans un centre taoïste, ils vont faire durer la méditation 20 minutes. Mais non, là, on sort d'une maladie. Alors d'ailleurs, c'est pas forcément une maladie, hein, c'est une épreuve, hein. Des fois, l'épreuve, ça peut être pour certaines personnes la perte d'un être cher, tu Mm. vois? Hein, ça peut, voilà, même, un divorce, hein, qui peut être mal vécu. Donc vraiment, c'est une épreuve qui est au-dessus de ce qu'on avait l'habitude de vivre. Voilà, et dans tous ces cas-là, je pense que cette histoire de morale qui peut être atteinte, tu vois? De fonctionnement, atypique qui peut ressurgir, je pense que ça peut arriver dans d'autres cas que dans le cas de la maladie, Oui. Mm. et d'avoir acquis ces outils-là dans un autre cadre, bah, ça permet de les réutiliser, tu vois? Un petit peu partout. Parce que voilà, heureusement, il n'y a pas que les maladies graves, mais des choses qui sont une épreuve pour nous dans la vie. Il y en a, il y en a souvent et c'est non prévisible comme là, tu vois, j'avais pas prévu à l'avance ce qui se passerait après le cancer. Je pensais que ça serait tout rose et ça l'était pas, quoi, tu vois? D'accord, bah, merci en tout cas parce que ça fait du bien de t'entendre parler de tout ça avec, un grand sourire parce que du coup ça donne, de l'espoir et puis ça donne plein de pistes, encore une fois donc, merci beaucoup Marc pour pour ta présence. Voilà. Ouais, bah, merci beaucoup aussi Adèle de m'avoir proposé de partager, voilà, ce vécu. Puis j'espère que ça inspirera un petit peu, voilà, des gens, donner des pistes, hein. L'idée, c'est vraiment toujours, voilà, de semer des petites graines de bonheur ou de joie, d'enthousiasme, et le simple sourire, c'est déjà génial. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu.
Dans la description, vous retrouvez tous les liens dont on a parlé aujourd'hui. Vous trouvez tous les liens aussi pour ma chaîne YouTube, pour aller approfondir au niveau du corps, au niveau de la création, au niveau de la visualisation. Tout ce qui peut venir ancrer la confiance, l'amour dans votre corps, dans votre cœur. Et oui, vraiment encore une fois, libérer les émotions, les tensions qui peuvent rester parfois bloquées et les remettre en circulation. Donc n'hésitez pas à poursuivre cet épisode en vous recentrant, en prenant le temps de respirer et vraiment aller à la recherche de ce qui résonne à l'intérieur, à quel endroit ça résonne pour vous, pour savoir ensuite comment dans votre quotidien vous allez pouvoir continuer à tirer la ficelle que vous avez peut-être attrapée durant cet épisode. Pour le prochain épisode, ce sera Martine qui vient nous parler elle aussi d'une maladie qu'elle a développée. Elle aussi était thérapeute et s'est retrouvée enfermée dans son corps. Et aujourd'hui, elle en parle avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Ça m'a fait penser un peu à Frida Kahlo. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.